Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que on va revenir à l'essentiel de la chaîne. Je vous ai parlé dernièrement de papillons, de pseudo-scorpions, d'isopodes, de colamboles et pas mal de choses, mais pas véritablement de fourmis. Ça ne veut pas dire que j'en ai plus, bien au contraire, j'en ai encore plein. Je n'ai pas eu de nouvelles arrivantes, on va dire, si une, mais bon, peu importe. Je vais donc profiter de cette vidéo pour vous faire voir toutes les colonies, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé. Allez-y, c'est parti. Comment faire et comment démarrer cette vidéo sur toutes mes fourmis sans parler en premier des Camponotus fulvopilosus. Alors, je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Très honnêtement, elles sont de toutes les expos depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est une fourmi qui est dite évoluée, donc la gine peut vivre plusieurs dizaines d'années, hein. Enfin plusieurs dizaines, on va dire 15 ans. Elle mange toujours comme 4. Elle se développe très bien. Elle reste tout bonnement magnifique, hein, comme espèce. Elles sont toujours magnifiques. Il y a toujours des individus vraiment balèzes. Elles ont toujours le petit cul doré, j'ai envie de dire, hein, très honnêtement. Elles sont vraiment très chouettes. Moi, je les trouve vraiment formidables, en sachant encore une fois que je leur en ai fait baver. Et elles continuent d'envoyer vraiment du steak et du pâté. Donc, j'en suis encore tout à fait pleinement satisfait. C'est vraiment une espèce de maboule, même si c'est des campos, hein, elles sont vraiment très jolies. Madame la reine qu'on voit ici va encore très bien. Et on peut voir, si le flash ne fait pas des siennes, qu'il y a également des cocons, des larves, des œufs derrière, et que c'est ça dans pas mal de galeries. Alors, là, c'est planqué par les ouvrières, mais on voit les œufs dans le fond. Alors, ça me fait faire des positions vraiment bizarres, mais j'espère vous faire... Voilà, on voit quelques cocons. On voit encore des larves derrière. Il y en a encore pas mal. Tout est regroupé derrière le tapis chauffant. Et pour être tout à fait transparent avec vous, je ne vais pas les déplacer tout de suite. Parce que j'ai pas trop envie de les déranger. J'aime pas trop les déranger, hein. Clairement, là, on voit une jeune ouvrière derrière qui vient de naître. Voilà, comme c'est en mode macro, le moindre mouvement fait tout bouger. Elles sont sublimes. Elles sont vraiment sublimes. J'ai encore des œufs, enfin des larves partout. Hop, il y a encore du monde. J'ai peut-être une légère perte d'individus et de cocons. Parce qu'il y a quelques années, à ce moment-là de l'année, il y avait beaucoup plus de larves. Il y en avait vraiment partout. Bon, là, on a eu une petite période de froid aussi, après une période de chaud, donc ça les a peut-être un peu déstabilisés. Mais elles sont toujours sublimes, quoi. Malgré tout ce que je leur en fais endurer, elles sont toujours là. Elles sont toujours trop belles. Et j'en suis toujours, pour des campos, extrêmement satisfait. C'est vraiment une superbe espèce. Allez, on passe à autre chose. Les petits bacs cette fois, les Odontomachus rixosus. C'est une espèce d'Odontomachus qui est un petit peu timide. Je vais essayer. On en voit un individu là qui porte un cadavre. Hop. J'ai du mal. Donc c'est une espèce un petit peu timide, comme je vous l'évoquais. J'ai fait un test avec elle en mettant un piper. Cette piper que j'ai trouvée en exposition, je crois à l'exposition de... J'ai oublié le nom du bled, peu importe. On m'a vendu ce piper comme étant une plante nectarifère et comme quelque chose qui fonctionnait, en tout cas avec les Odontomachus. Jusqu'à présent, je vais retourner une feuille, on va essayer de ne pas se faire piquer. Vous voyez les petits grains là qu'on voit ici, c'est censé être des grains de sucre. On peut passer la main dessus. Je n'ai pas vu les odontos, en tout cas, consommer ce sucre. C'est intéressant, la plante est jolie en soi. On voit les individus là. Hop, hop, quand je dis qu'elles sont timides, elles sortent quand même un petit peu, hein. Je vais essayer de vous faire une macro après. Elles sortent quand même un petit peu, mais
C'est, évidemment, c'est beaucoup plus timide qu'une Camponotus classique, voyez-vous. Mais en tout cas, elles sont là, elles sont présentes, elles se développent bien. Hop, on en voit encore un petit peu. Alors c'est pas en macro, donc du coup c'est difficile de les voir. Elles mangent bien, elles se développent bien, elles consomment bien des liquides sucrés. Je ne les vois juste pas consommer le sucre directement sur la plante. Ah ben, elles sont jolies comme tout, ces odontos. Elles sont quand même très mignonnes. C'est juste que c'est pas fifou en termes d'activité, quoi. Si j'avais qu'une seule espèce, je crois pas que ce serait l'espèce que je choisirais. C'est juste que c'est toujours très intéressant. Ah, saleté de zoom. C'est très intéressant à avoir en termes de diversité. Ça reste une fourmi avec une mâchoire de ma boule, un mouvement de dingue. Bon voilà, pour ma collection, parce qu'on peut parler de collection là pour le coup, ça reste très intéressant à avoir. Deuxième espèce d'Odontomachus, cette fois beaucoup moins timide, à savoir Odontomachus haematodus. Elle est plus foncée que Rixosus, mais elle est tout aussi mignonne. Enfin, allez, je vais dire un chouïa moins mignonne, mais parce qu'elles n'ont pas les couleurs brunes, dorées comme les premières. Par contre, elles sont beaucoup plus actives. Après, je crois que la colonie est aussi beaucoup plus importante. Là, je venais de les vaporiser, donc ça les a un petit peu énervés. Elles sont également très mignonnes. Je les élève dans les mêmes cuves. Hein. Regardez, hop, je zoome. Ça, c'est Haematodus. Ça, c'est Rixosus. Alors, ça, Rixosus, c'est une cuve que j'ai préparée moi-même. Haematodus, c'est une espèce, enfin, c'est une cuve et une espèce que j'ai récupérée chez un particulier. Thomas, si tu vois cette vidéo d'ailleurs, je te remercie. Je ne l'ai pas changé, je ne l'ai pas modifié depuis. Je songe à les déménager, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut que j'attende qu'un terrarium se libère. Et ça va pas se faire tout de suite parce que ça va me demander un petit peu de boulot quand même. En tout cas, pour l'instant, j'attends de les stabiliser dans ce terrarium-là. Encore une fois, ça leur convient très bien. Elles se développent très bien, elles mangent également comme 4. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo quand je ferai le déménagement, parce qu'honnêtement, je pense que je vais en chier. Mais voilà, c'est une deuxième espèce d'Odontomachus, du coup, pour le fun. Elles sont beaucoup plus, comment dire, vivaces, on va dire, qu'Erixosus. Et je m'éclate bien avec elles. Tiens, on les voit même plus. Où est-ce qu'elles sont barrées? Non, c'est pas grave. Ça me donne une occasion de passer à autre chose. Passons cette fois à une espèce française, à savoir Aphaenogaster senilis. Je vous avais déjà parlé de cette espèce, qui est une magnifique espèce, qui est très féline, très élancée et très jolie. Elle se développe toujours très très bien. Là, elles sont sorties de diapause, après une diapause un peu, je vais dire fraîche, mais non, pas fraîche. Diapause un peu spéciale quand même, parce qu'il ne faut pas qu'elle descende trop bas non plus. Mais, elles se développent très bien, elles sont toujours très mignonnes, et je crois qu'elles m'ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de couvains. Honnêtement, elles sont vraiment très jolies. Elles ont vraiment j'ai envie de dire un morphotype, en tout cas une forme très élancée, très spécifique. Clairement, quand on les voit dans la nature, on peut automatiquement les identifier de par leur forme. Elles sont vraiment très sympas, elles sont très grosses. J'ai une autre espèce d'Aphaenogaster, mais beaucoup plus petite. Je pense que c'est Subterranea. J'ai un peu du mal à le dire. C'est beaucoup plus petit, hein, clairement. La Senilis, c'est de belle taille pour une espèce française et pour une Aphaeno. Et elles sont vraiment très mignonnes. Le terrarium, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. J'ai pas mis de végétation. J'ai mis quelques morceaux d'écorce, un bout de bois parce que je trouvais ça sympa et que ça donnait du relief et du volume. C'est pas très compliqué à élever. Il faut juste ne pas avoir trop peur d'avoir des acariens parce que c'est une fourmi qui est dite sale. Ne serait-ce que par le fait qu'elle n'ait pas de jabot social. Clairement, elle en fout partout. Il y a du déchet partout. Je les ai un petit peu éloignés de mes autres colonies de peur d'avoir une invasion d'acariens, hein, toujours. C'est un peu toujours le gros souci. Mais elles sont vraiment très mignonnes. Alors, sachez que je suis dans une position qui est très inconfortable, vu que je tiens le téléphone et le terrarium un peu en équilibre. Mais
on voit qu'elles vont bien. Je peux pas vous présenter tout le couvain, mais là on voit quelques nymphes. Donc ce sont des nymphes nues, il n'y a pas de cocon. Et je pense que... Ouais, là-bas on voit encore un peu de couvain, encore des nymphes nues. Je peux pas faire des images un petit peu mieux, mais elles sont en très bonne santé et j'ai encore de belles générations à venir. Partons cette fois pour l'Australie, avec les Myrmecia pilosula. Petite espèce de Myrmecia, ce ne sont pas des monstres, ce qui n'empêche pas qu'elles soient des chasseuses hors pair. Je viens de leur mettre une blatte fraîchement esquintée au niveau de la tête, mais qui se défend quand même. La colonie est bien populeuse désormais. On voit des individus beaucoup moins timides et qui sortent beaucoup plus. J'avais fait, alors je leur ai mis un bout de bois histoire d'agrémenter. En termes d'entretien, c'est assez simple, on va dire. Je leur ai juste mis un abreuvoir avec de la mousse pour qu'elles consomment de la mousse sans que ce soit trop acide. Je ne vaporise pas trop souvent. Je vaporise quand même histoire d'avoir un peu d'humidité. Elles ont eu besoin de chaleur dernièrement autour de leur nid, donc elles m'ont sorti des graviers blancs. Graviers blancs, non, justement, si elles ont sorti des graviers blancs, c'est pour essayer de faire partir un peu de chaleur, justement. Si elles avaient mis des graviers noirs autour de leur nid, ce serait pour capter plus de chaleur. Bon, voilà. On voit un individu, franchement, elles sont très mignonnes. Elles sont vraiment très très mignonnes. Je les ai depuis février de l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Je n'ai pas eu de soucis d'acariens ou quoi que ce soit. Il y a un peu d'acariens parce qu'à moi je leur ai donné des grillons. Et je ne suis pas fan des grillons, il y a souvent des acariens dessus, donc voilà. En tout cas, elles sont vraiment très très mignonnes. Je n'arrive pas à estimer la quantité d'individus. Je dois être autour d'une quarantaine, je dirais, à vue de nez. Est-ce qu'on revoit l'individu là? Hop, allez, ramène-la. Non, t'as chopé une patte, mais t'as pas chopé l'insecte. Bon, c'est pas grave. En tout cas, elles sont vraiment très très mignonnes. Je crois que je l'ai dit 20 fois déjà. Allez hop, ramène-la au nid. Elles vont très très bien. Allez, aide ta copine, toi. Plutôt que d'essayer de la chasser. Le terrarium, il est simple, mais efficace. Hein, clairement, en tout cas, il me semble efficace. Elles ont bien fait leur nid sous le morceau de chêne liège. Elles m'ont fait une deuxième sortie annexe, qu'on peut voir là-bas dans le fond du terrarium. Je ne vois plus, je le voyais avant, mais je ne le vois plus, le couvain. Donc ça sert à rien, je ne vais pas retourner le terrarium pour vous le faire voir. Pour donner le liquide sucré, je le donne dans un bouchon de cristalline. Alors oui, ça fait peut-être un petit peu clodo, mais vu la quantité de bouchons que j'utilise toutes les semaines, voilà, quand on a autant de colonies, on va à la simplicité, on va pas dépenser des fortunes en gamelles. Moi j'utilise des bouchons de cristalline, quoi. Hein, donc c'est bien beau d'utiliser autre chose et d'avoir des gamelles qui coûtent des milliers et des cents. Je suis peut-être un clodo, je préfère dépenser en fourmis. Passons. C'est encore une très très belle espèce. Ah voilà, on en voit des individus là qui sortent. Honnêtement, elles sont très jolies. Alors elles sautent, hein. J'ai déjà vu qu'elles sautent. Elles m'ont déjà donné des sueurs froides. Elles piquent. Elles peuvent faire un peu de dégâts. On ne sait pas comment on réagit au venin d'une fourmi australienne. Mais donc voilà, le terrarium, il est équipé d'une grille au-dessus pour éviter justement d'avoir à la fois des évasions et d'avoir des pépins. Et honnêtement, c'est une sécurité. Cette grille m'a été fournie par Jérôme, hein, encore une fois, j'ai su honte. Et l'espèce me donne entière satisfaction. J'attends des nouvelles générations. J'en ai eu pas mal. Je m'attendais pas à avoir un tel développement. Autant donné, je m'attendais à rien, en fait, avec Myrmecia, parce que pour l'instant, je n'avais jamais eu de bol. La pilosula, ça semble très bien se développer. Et je ferai peut-être une vidéo plus longue prochainement. On part sur autre chose. Mais on reste en Australie. Australie, avec un bac qui est fait, si vous me suivez depuis un moment, spécifiquement pour Eucophylla smaragdina. Je les ai eus en même temps que les pilosula juste avant. Donc c'est Eucophylla smaragdina verte. Elles sont crado. Le terrarium ne ressemble plus à rien parce que la porte est toute crado, parce qu'elles font beaucoup de dégâts, enfin de déchets on va dire. L'avocatier que j'avais à l'intérieur, que vous voyez dans le fond,
a été complètement dézingué. J'ai voulu replacer un ficus, mais qui a été défoncé très très vite. Donc voilà. Ce n'est pas l'explosion tant attendue. J'ai 3 tubes avec des individus. Premier tube, deuxième tube dans le fond, est-ce qu'on va le voir, avec du couvain. Et un troisième tube, flûte, la porte, ici dans le fond. Alors, ce sont des gros tubes, hein. C'est des tubes de 25, je crois, de diamètre. Donc c'est pas des tubes de 16 classiques, donc évidemment ça peut faire un peu faible en fait en termes de population. Il y a quand même beaucoup de monde, hein. Il y a du monde. Mais elles m'ont fait beaucoup de mal. Un peu comme Viking, je crois c'est Viking qui avait des Eucophyla qui lui faisaient des mâles. Elles m'ont fait beaucoup de mal, donc forcément les mâles ils crèvent très vite. Mais il y a quand même pas mal d'individus, hein. On en voit là dans le fond, il y a pas mal de couvains, la reine est dans le tube du fond. Elles m'ont tissé l'entrée du nid. Vous voyez là l'entrée du nid principale? En fait, il est relié à l'avocatier. Et il y a toute une extension en fait du tube dans lequel elles vont régulièrement. Alors, je vais essayer de vous faire voir les images. Elles sont sublimes, hein. Clairement, Cophila, allongée, agressive, verte et orange. C'est des couleurs sublimes. Et c'est rigolo parce que quand on met la main dans le terrarium, elles lâchent des petites gouttes d'acide en fait. On les voit balancer de l'acide. Elles vous suivent du regard et elles balancent de l'acide comme ça. Ça fait pas mal, hein, en soi. Il y en a déjà quelques-unes aussi qui m'ont mordu. Alors honnêtement, ça fait pas mal. C'est rigolo. Et puis, allez, même si elles faisaient un peu mal, vu leur beauté, on accepte. En termes de maintenance, beaucoup de chaleur. De l'eau à disposition, forcément. J'ai mis des tubes un peu partout. Le terrarium est vraiment crado. Mais honnêtement, elles n'arrêtent pas de faire leurs besoins sur les vitres. Alors comme elles consomment beaucoup de liquide sucré, leurs besoins collent. Voilà, c'est un peu immonde. Je nettoie régulièrement, mais malgré le fait d'avoir nettoyé hier avant d'essayer de faire cette vidéo, voilà, c'est crado. C'est crado. Bon, peu importe. Donc c'est un terrarium que j'avais fait sur mesure. En fait, j'avais coupé une plaque de verre avec des trous, j'ai mis des presse-étoupes de chaque côté pour enchasser les tubes à travers le verre. Comme ça, je peux remettre de l'eau dans des tubes par l'extérieur sans les embêter. Rappelons, c'est censé être agressif. Je n'ai pas une explosion de population depuis plus d'1 an, donc 1 an et 3 mois, que je les ai eu en février de l'année dernière. Voilà, mais malgré tout, j'ai une belle population. La reine va bien, je l'ai retrouvée dernièrement. J'ai pu l'observer dernièrement, c'est chouette. J'ai encore une belle quantité de couvains, et encore il y a ce que je vois et il y a ce qu'on voit pas. Elle tisse, malgré le fait qu'elle me fasse des mâles. Bon, c'est pas trop grave, j'ai quand même un renouvellement de population et d'ouvrières assez régulier. Elle bouffe comme 4. Ça va. Allez, on passe à autre chose et on change de continent. Mais on reste sur de la fourmi arboricole toute crado. Vous voyez l'état des vitres, j'ai nettoyé la vitre, enfin je l'ai même changé, la vitre de la porte, la semaine dernière. Autant vous dire que c'était pas une mince affaire, car il s'agit de Tetraponera rufonigra. Autant vous dire, pas une fourmi avec laquelle on met la main tous les jours dans le terrarium. Elles ont tout bonnement... La vitre est vraiment crade, et autant vous dire que les vitres aussi sur les côtés sont vraiment crado. Fourmis arboricoles, donc, elles font leurs besoins sur les vitres, et c'est vraiment dégueu. Donc, Tetraponera rufonigra. Elles vont très bien, peut-être même trop bien. C'est rare de dire ça, mais quand il est difficile d'ouvrir la vitre pour pouvoir les nourrir, parce qu'elles sont juste devant les portes et juste devant les grilles, et on commence à dire que on en chie un petit peu. Là, on commence à être en début de soirée. Donc c'est la fin de la journée pour elles, elles sont principalement diurnes, donc elles vont pas tarder à aller se coucher. Pour autant, elles sont encore nombreuses dans l'aire de chasse. Alors, on en voit de partout. Et encore, je vais vous montrer le sol. Le sol est littéralement grouillant de fourmis. Il s'avère que je leur ai filé des criquets il n'y a pas longtemps, donc fatalement, elles sont en train de se nourrir aussi. Ça reste une fourmi magnifique. Je vais essayer de vous faire voir ça.
honnêtement, elles sont magnifiques. Elles sont élancées, elles sont de belle taille, je dirais qu'elles avoisinent les 2 centimètres. Elles bouffent comme 4. Le réservoir sucré, d'eau sucrée, bon, alors là, il dégueule, parce que je pense que j'en ai trop mis. Il est consommé très vite. Elles nichent dans la bûche que vous voyez dans le fond. Là, on voit une entrée. L'autre entrée est cachée dans le fond là-bas. Donc en fait, je les ai mis aux opposés. Il y a tellement de monde qu'elles ont commencé à me coloniser la plaque de liège là. J'en vois régulièrement sortir. Peut-être qu'on va en voir une rentrée là. Non, non, ce n'est pas fait. Qu'elles m'ont mis aussi du couvain au-dessus de la plaque de liège là-bas. Et également, on va pas le voir parce que la vitre est toute crado. Je vais essayer de zoomer un peu. Au-dessus de la bûche là, il y a plein de monde. J'ai pas déplacé le terrarium parce que là, il y avait un risque que j'ai un peu de bazar au-dessus en plus pour voir ce qu'il y avait dans la bûche. Mais voilà, c'est juste une présentation rapide de toutes les espèces. Je ferai certainement ça prochainement. Honnêtement, elles ont vraiment envoyé du pâté. C'est une espèce qui est explosive quand ça fonctionne bien. Explosive en termes de quantité, en termes de population. Bon bah là je pense qu'on est en plein dedans. Attention, je rappelle, espèce qui pique. Changement de continent avec Neoponera villosa. Elle aussi, même terrarium que les Tetraponera ruifonigra. Elles sont toujours sur la grille. Du coup, pour ouvrir le terrarium, si vous avez vu le réel que j'ai fait il n'y a pas longtemps, bon, c'était un petit peu compliqué, j'ai dû couper la porte en 2, telle que vous voyez là, histoire de pouvoir ouvrir que la partie supérieure. Elles sont moins sur la partie supérieure que sur la partie grille d'aération. Explosion de population. Une plante nectarifère dont j'ai oublié le nom, alors là je vais pas mettre la main dedans, parce qu'elles sont pas que diurnes, elles sortent tout le temps. Mais donc cette plante-là crée aussi des petites gouttes de miella, enfin sous forme de cristaux, donc c'est pas des gouttes, je m'exprime mal, et je tentais de faire, d'installer une plante nectarifère à l'intérieur. Alors, je ne les ai jamais vues en consommer, mais en tout cas, je la trouve mignonne cette plante. La vitre est encore un peu crado, mais parce que j'ai vaporisé cette fois. Petite Nerogelia, et on voit qu'il y a réservoir d'eau, et là, j'ai nettoyé le liquide sucré, mais normalement, il y a un bouchon avec du liquide sucré à l'intérieur, qu'elle consomme très vite. Petite... je pense que c'est une Epidendrum porpax, celle-ci, c'est une petite orchidée. Voilà, là, c'est mignonne. Tous les soirs, j'ai un regroupement de fourmis en hauteur. Et elles se nettoient. Tous les soirs, j'ai le même cinéma, on va dire. Elles se regroupent toutes ici, en hauteur, et elles passent des heures à se nettoyer. On voit également, je ne sais pas si on va le voir là, elles me ramènent régulièrement du cocon, là-haut. Enfin, des cocons. J'ai régulièrement beaucoup de cocons là-haut. C'est ma deuxième colonie de Neoponera villosa. La seconde, hop, alors attention, mouvement, elle est dans le grand terrarium là-bas. Grand terrarium dans laquelle j'ai supprimé la liane. Pourquoi? Parce que la liane, en fait, prenait beaucoup de place. Honnêtement, j'ai viré 3 ou 4 mètres de liane. C'était assez impressionnant. Il n'y avait plus de place dedans, c'était n'importe quoi. Et j'en avais marre. En fait, tout simplement, j'en avais marre. Ça a séché beaucoup trop le terra. Et en fait, elle pompait toute l'eau. Donc là, dans ce terrarium-là, avec Neoponera villosa aussi, alors, la population décline un petit peu. Elles m'ont fait beaucoup de sexués dernièrement. Et après, il y a peut-être une même population que dans le terrarium que je viens de vous faire voir, mais le terrarium est tellement grand, honnêtement, il est énorme, que c'est moins compliqué à ouvrir et à entretenir. Dans le fond, j'ai mis une Passiflora Ellery. Je vous en reparlerai dans d'autres terrariums qui vont arriver très prochainement. Mais donc cette colonie-là de Neoponera villosa, j'ai beaucoup moins de galères que dans le petit volume que j'ai à côté. Dans ce terrarium-là, j'ai également une petite espèce de fourmi, une Strumigénis, qui me bouffe les acariens et un peu de colambole, et la cohabitation se passe très bien. J'ai un espace, on va dire, arboricole un peu plus intéressant, avec des Nerogelia sur le côté, j'ai encore quelques orchidées, mini-orchidées à l'intérieur. Bon voilà, le seul truc dans ce terrarium-là, vu que le volume est énorme, c'est vraiment de vaporiser tout le temps. J'ai coupé ma vaporisation automatique,
parce que je trouvais que ça vaporisait beaucoup trop, mais là je pense que je vais le refaire. Enfin, la remettre en route, histoire d'avoir une vaporisation constante et quotidienne réellement, quoi. Là, il va vraiment falloir beaucoup de flotte, surtout pour la Passiflora ellery, qui est du coup, elle, une plante nectarifère, sous forme de liquide sucré, de gouttes de liquide sucré, et toutes les fourmis que j'ai eues jusqu'à présent, en tout cas, en sont folles. Ça fonctionne avec toutes les fourmis, et c'était vraiment une très très belle découverte. Je reviens sur ce terrarium-là. La population a littéralement explosé. Est-ce que c'est parce qu'elles se sentent très bien? J'espère que c'est ça. Je n'ai jamais vu d'acarien chez elles. Elles mangent encore comme quatre. Là, vous voyez, je vous ai fait voir là-haut. Alors, c'est juste le regroupement du soir, hein. La plupart du nid n'est pas ici. La plupart du nid est... Alors, on va essayer de voir dans les entrées. Ouais. Comme il y a de la condensation, ça se voit pas, mais les entrées du nid, en fait, sont à ces niveaux-là, dans un tronc de chêne liège. Et tous les soirs, enfin pas tous les soirs, mais elles sont beaucoup plus importantes dans le nid que dans l'aire de chasse. Bon, en tout cas, sincèrement, elles se plaisent, elles explosent bien, et c'est vraiment très chouette à voir. On passe à autre chose. Tout éleveur de fourmis sait que, généralement, tout commence par un tube à essai. J'ai donc aussi quelques tubes à essai. Je vous les présente rapido. Ici, j'ai une gine de Lasus flavus. Et oui, ça peut paraître tout bête, mais les flavus, généralement, je kiffe et c'est tout mignon. J'ai plusieurs gines de Lasus flavus. Je vais peut-être passer en mode macro. C'est des gines de l'année dernière. Alors, j'ai quelques ouvrières. Après, les tubes sont crado, c'est le problème avec les tubes, hein. Tu passes pas ton temps à les nettoyer. Et j'ai plusieurs tubes comme ça. Dans ces tubes-là, j'ai de la Lasus flavus, de la Phaedole pallidula, parce que c'est toujours mignon. C'est clairement galère, mais bon, ça reste mignon. J'ai aussi Aphaenogaster subterranea, que j'ai trouvé mignon aussi. C'est que des gines que j'ai trouvées en fait dans la nature, selon mes voyages, selon des choses comme ça, ou que certaines j'ai récupérées avec ma fille d'ailleurs, ça l'a fait marrer. Donc c'est des trucs qui prennent pas trop de place. C'est un porte-tube microphone, hein, c'est une forme d'hommage, j'en ai récupéré plein. Donc, que des petites espèces, Lasus, Aphaenogaster subterranea. À la différence d'Aphaenogaster senilis, elle est beaucoup plus petite. Est-ce qu'on peut en voir quelques-unes? Hop. Ah non, évidemment, ça ne rend rien. Donc ça, c'est les subterranea au milieu. En dessous, c'est les Phaedoles. Vous voyez la taille, hein. Franchement, c'est kiki. J'ai également une gine, un début de fondation, on va dire, avec Camponotus herculeanus. Bon, vous avez compris, hein, c'est une espèce de campo. Alors là, on n'est pas dans le kiki, hein, on est déjà dans le modèle un peu plus costaud. Ça vient de chez Gission, donc de chez Jérôme. Il me l'avait donné, moi je dis oui, hein, ce genre d'espèce qui est franchement mignonne. Et on laisse en tube pour l'instant, ça se développe bien et on verra. J'ai également à côté quelques autres tubes, cette fois avec une minière de chasse. Camponotus liniperdus, qui a 2 ans, celle-ci. On voit la gine est très bien. C'est lent, hein. C'est lent. Tout ce qui est Camponotus européenne, franchement, c'est lent. Enfin, européenne, en tout cas française, c'est lent. 2 très belles couleurs. Je vais essayer de faire... Ouais, éventuellement, je vais faire une petite macro après de celle-ci. Quoique, non, on va passer vite. En tout cas, on a déjà pas mal d'ouvrières. La reine m'a répondu pas mal d'œufs. Ça se développe lentement, mais sûrement. Dernier petit tube, des Phaedoles. Phaedole pallidula encore, même âge que celle que je vous ai présentée avant, mais là j'ai pris la plus belle pour lui joindre une petite aire de chasse, qui est encore crado. C'est toujours un peu crado en fait, les aires de chasse comme ça qu'on met dans les tubes, parce que c'est difficile à nettoyer. Là, celle-ci aussi, elle me vient de VK Hormigaros. Vous savez, le concours de l'Inco, en fait, pour le meilleur Myrmeco. En fait, j'ai commandé un nid que je vous présenterai pas sur cette vidéo-là, parce qu'elle va déjà être très longue. Mais du coup, il m'a fait pas mal d'autres petits cadeaux, dont des aires de chasse, enfin une aire de chasse comme ça, et pas mal de petites gamelles. Bon, voilà. En tout cas, Phaedole pallidula, j'ai aussi, du coup, pas que des espèces de maboules des pays de dingue.
pour le fun, c'est toujours drôle, et je sais que vous êtes tous pareils, trouver une gym dans son jardin, c'est toujours agréable, c'est toujours cool, et je le fais aussi en fait, parce que il y a du fun là-dedans. On va pas se mentir, l'élevage de fourmis, il faut que ce soit fun aussi, et on n'est pas obligé de dépenser des fortunes en achetant des fourmis qui viennent du bout du monde. Quand on voit une campo comme ça, qui est franchement de belle taille, avec du matos à la mort moelleux, un tube à essai, un bout de coton, une aire de chasse, c'est pour toutes les bourses, et franchement, on en prend aussi plein les yeux parce qu'elles sont vraiment magnifiques. C'est un peu plus lent, ça demande un peu plus de boulot parfois, un peu plus de patience, mais c'est vraiment fun. Bon, allez-y, on passe à autre chose. Ectatoma tuberculatum. Cette espèce-là est sublime. Si vous avez vu ma vidéo, alors le terrarium est vraiment crado, on va pas se mentir. Si vous avez vu ma vidéo, vous voyez, là on voit plus rien du tout, mais en fait, j'arrive pas à la nettoyer. Je vous rappelle que l'espèce pique, et elle pique beaucoup. Si vous avez vu ma vidéo pour le déménagement, j'avais installé une toute petite bouture de Passiflora elleri. Elle a grandi, et elle se développe très très bien. Pour rappel, du coup, je vais me permettre de parler sur cette vidéo de cette plante-là. C'est donc une plante nectarifère qui vient d'Amérique latine, Mexique, et un petit peu en Amérique du Sud. Sur cette plante, là vous les voyez un peu, il y a des glandes nectarifères qui amènent du liquide sucré, directement sous forme liquide. Les fourmis le consomment directement. Les ectatomas sont connus pour être des fourmis jardinières. Elles sont semi-arboricoles. Et elles m'ont défoncé plein de plantes, mais celle-ci, elles l'entretiennent et elles la cultivent. Et elles consomment directement le liquide sous forme de gouttes. Alors, je fais attention parce que là, elle commence à essayer de s'échapper. Hop là, veuillez m'excuser. Hop, je ne prends pas de risque. Allez, rentre là-dedans. Excusez-moi pour ces mouvements. L'espèce est sublime. Elles sont brunes, rouges. Elles sont un petit peu venimeuses, un petit peu piquantes. Dans leur terrarium, j'ai mis une orchidée, une Passiflora elleri qui pousse très très bien et je vais... Non, on ne les voit pas consommer du miel là. On est en fin de journée, donc du coup là elles vont commencer à être en pause au niveau de leur comportement. Elles sont vraiment très nombreuses. Elles prennent bien les liquides sucrés. Elles m'ont défoncé le terrarium pour faire leur nid. On voit une structure là-bas dans le fond sous forme de monticules. Ce sont des structures qu'elles font naturellement au niveau, elles suivent le tronc des arbres. Et là, elles m'ont mis plein de substrats pour faire un monticule, du coup, creusé pour leur nid. Elles ont aussi bien, chose que j'avais pas prévue, fait leur nid dans le substrat, en fait. Où là, ça grouille de colimboles. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles mettent plein de leurs déchets dans le substrat au niveau des billes d'argile. Ça, je l'avais pas prévu. Et du coup, c'est la fête aux colimboles. Tant mieux, vous allez me dire, c'est pas des acariens. Et au moins, les colimboles se nourrissent de tous les déchets. Là, c'est ce que vous voyez là. Mais donc, du coup, elles me mélangent les billes d'argile avec leurs déchets. Et ça fait un substrat parfait pour les colimboles, quoi. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Elles ont une activité à la fois sur le substrat, mais également sur le tronc, là, que j'ai mis, et sur les branches. Elles occupent vraiment 100% du terrarium. D'où le fait de ne pas négliger de mettre des branches dans leur terrarium. Là, j'ai choisi un terrarium de 50 de hauteur, 40 de base, enfin 40 sur 40 sur 50 de hauteur, et elles sont partout. Elles sont vraiment magnifiques et elles ont explosé depuis que je les ai déménagées à l'intérieur. Allez, on passe à autre chose. Le terrarium des Pseudomyrmex gracilis. Encore une fois, très humide. Là, on est en début de soirée, donc du coup, j'ai vaporisé tout comme il fallait. Là, celle-ci, à la différence des Neoponera villosa, la brumisation automatique se met en route. Les Pseudomyrmex gracilis, je les ai depuis août 2020. J'ai reçu une colonie, donc ça, voilà, elle aurait eu 5 ans, je dirais aurait, parce que elle est vraiment sur le déclin. Pour le coup, j'en vois très peu depuis un moment, il y en a encore, mais j'en vois très peu. Elles m'ont fait pas mal de mâles et de sexués. Donc j'ai eu des femelles aussi, qui dit femelle dit que la gyne est encore vivante à l'intérieur. Mais je vois de moins en moins d'ouvrières et je pense que le couvain est vraiment faiblard.
La plante principale que vous voyez est une Passiflora ellery. Encore une fois, j'adore cette plante. Là, je vais vous la présenter un peu plus. La Passiflora ellery, c'est donc une passiflore qui vient d'Amérique du Sud, une liane. Hop, est-ce que vous voyez, là je vais essayer de vous la présenter. Vous voyez les petits points qu'il y a sous la feuille? Ce sont ces points-là qui sont les glandes à nectar. Et ça, les fourmis le consomment direct. Il n'y a pas besoin de transformation ni rien, et les fourmis consomment directement ce nectar. Ça fonctionnait très bien chez Pseudomyrmex gracilis, ça fonctionnait très bien également chez Ectatoma ruidum que j'ai perdu, ça a fonctionné également chez Neoponera apicalis. J'ai perdu aussi la colonie et la gine que je vous ai présentée derrière moi. Ça fonctionne chez beaucoup d'espèces. J'ai déjà vu Ectatoma tuberculatum se nourrir directement dessus. J'ai vu beaucoup de fourmis se nourrir directement dessus. Et c'est une plante, j'en suis fan. J'ai mis 10 ans à pouvoir la bouturer. J'ai galéré beaucoup, mais là j'y arrive désormais. Et bon voilà, c'était pas le sujet là de ce moment-là. Là c'était le terrarium des Pseudomyrmex gracilis. Même si dans ce terrarium-là la population est totalement décroissante, il faut savoir, et je vais vous la présenter après, que j'ai, grâce encore une fois au concours de l'INCO Meilleur Myrmeco, j'ai pu acquérir une gine seule, de chez Antenco, que je suis en train de faire fonder là, et je vais vous présenter le bac de fondation juste après. Bon, en tout cas, ici dans ce bac, elle a eu aussi, enfin je les prenais tout le temps en exposition et tout ça, et au bout d'un moment, on les voyait de moins en moins. Là, j'en vois de moins en moins, j'essaie toujours d'en voir là, mais j'en vois pas. Elle nichait dans les tubes en bambou. Clairement, la population a bien décliné, je pense qu'elle a eu un stress après la dernière exposition. J'en vois encore, on va dire, une dizaine d'individus dans la journée, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Bon voilà, je vais les laisser mourir de leur belle mort. J'espère encore avoir un peu de sexués, et idéalement avoir des sexués de l'autre, enfin, qui là actuellement est à l'état de fondation. Mais ça me permet de présenter Passiflora ellery, et je vous en reparle un petit peu après. Voici le dernier bac avec des fourmis à l'intérieur. C'est donc le bac de la Pseudomyrmex gracilis, qui m'a été envoyé, enfin que j'ai demandé à Thibaut en fait en cadeau du meilleur Myrmeco. Merci l'INCO encore une fois et merci Thibaut également, enfin Antenco je devrais dire, qui est donc un bac de fondation pour Pseudomyrmex gracilis. On revoit à l'intérieur une Passiflora ellery que j'ai réussi du coup à bouturer et cette fois à planter dans ce petit terrarium. C'est un terrarium 10-10-20, vous voyez, donc c'est rien de fou, en configuration arboricole. La fourmi est dans cette branche de Forsythia. Alors, le Forsythia est un arbre creux, on va dire, les branches sont creuses. Je vais arrêter de bouger, je vais essayer de stabiliser ma main. Hop. Donc, la gine est à l'intérieur, je l'ai vue dernièrement s'alimenter, je lui ai donné un petit morceau de blatte. Et elle l'a prise et elle l'a mis dans le tube. Quand je l'ai reçue, elle avait déjà quelques œufs, donc c'est très bien. J'espère que maintenant les œufs se sont transformés en larves. Alors, la problématique, c'est que je ne vois absolument rien. Je sais que la gine est vivante, je l'ai vue dernièrement. Il faut que je fasse des timelapses pour la voir. Je sais qu'elle consomme du liquide sucré directement dans la passiflore, c'est pour ça que j'ai mis de la passiflora, au moins j'ai pas à lui mettre de gamelle d'eau sucrée. Elle va directement sur la passiflore et ça l'habitue, elle et ses futures ouvrières, à aller chercher directement du liquide sucré dessus. Il y a quelques petits insectes à l'intérieur qui servent également de nourriture, il y a également des colamboles. Honnêtement, pour pas la stresser, je la laisse tranquille et elle fait son petit boulot, quoi. La Passiflora ellery, je vais vous en parler tout de suite. Franchement, je suis un grand fan de cette plante. Je vous en ai déjà parlé, il y a des glandes nectarifères du coup dessus. Les fourmis sont, surtout les fourmis d'Amérique du Sud et d'Amérique latine, sont automatiquement attirées par celle-ci. C'est dingue. Cette plante est ouf. Je vais vous en parler tout de suite. Pour finir cette vidéo qui est relativement longue, Passiflora ellery, donc je vous en ai parlé plein de fois. J'ai enfin réussi à la bouturer après, oui, je dirais pas mal, au moins 10 ans de test. Il n'y en a plus beaucoup, enfin il n'y en a plus beaucoup. Je ne l'ai pas retrouvé sur le marché depuis très longtemps.
C'est une plante que j'avais dans, au départ, un terrarium, enfin 2 terrariums pour être tout à fait transparent, chez Ectatoma ruidum et Pseudomyrmex gracilis. Ça a très bien fonctionné, encore une fois, ça a été une très très belle découverte pour moi, et j'ai enfin réussi à la bouturer. Donc sur conseil d'Alexis, Exojungle, je crois que vous pourrez le trouver sur Instagram, je pense qu'il a des plantes d'ailleurs de disponibles. Des très beaux bégonias, franchement, ils sont sublimes. Enfin, ces plantes sont sublimes et je sais qu'il s'en occupe très très bien. Il m'a dit, mais pourquoi tu galères à la bouturer? Prends des gobelets de smoothie, alors des gobelets comme ça, sur un fond de sphaigne, un éclairage dessus, et tu verras, ça partira. Et bon sang de bois, c'est parti. J'ai réussi à en faire des boutures, j'ai réussi à en mettre du coup dans d'autres terrariums, alors qu'au départ mes pieds commençaient à faire la tronche. Rappelons, c'est une passiflore, c'est une liane qui peut pousser et être relativement grande, hein. En terrarium, je n'arrive pas à avoir des fleurs, mais j'arrive en tous les cas à avoir ce que j'attends d'elle, à savoir du nectar, donc du nectar extrafoliaire, donc sur les feuilles et non pas sur les fleurs. Et le nectar est directement sur les feuilles et il est directement consommable par les fourmis. Franchement, je crois que je l'ai dit, mais ça a été une énorme découverte pour moi et je l'ai eu par un coup de bol en fait. Au départ, je l'ai eu, donc je crois qu'il y a, ouais, c'est ça, 10 ans ou 9 ans peut-être. J'ai chopé cette plante sur un site néerlandais. Il n'en avait plus que 3, donc j'ai pris les 3. Les 3 pieds, j'en ai un qui est mort assez vite. J'en avais donc plus que 2. Et j'ai réussi à faire des petits boutures. J'ai essayé de faire du marcottage. J'ai essayé de faire des trucs. J'ai toujours galéré. Merci à Alexis encore de m'avoir donné ce tuyau. Enfin, quasiment aucune fourmi n'a refusé de se nourrir dessus. De toute façon, proposer à des fourmis du liquide sucré, bon bah, elles vont forcément dessus. Enfin, vous voyez, les fourmis, elles sont programmées, on va dire, pour aller choper du liquide sucré. Donc, cette Passiflora elleri, et pour moi, ça a été une révélation. J'ai tenté, j'ai discuté avec d'autres éleveurs qui m'ont dit la plante que j'ai dans le terra des Odontomachus rixosus, donc je crois que c'est un Peperomia, je crois, si je me plante pas, qui venait de Java, une espèce, on m'a dit, ultra rare, qui fait du nectar aussi extrafoliaire, mais sous forme de cristaux. L'autre plante, chez Neoponera villosa, pas le grand bac où il y a la Passiflora elleri, mais l'autre, c'est également du nectar extrafoliaire, mais sous forme de cristaux. C'est généralement la norme chez les plantes. Là, nectar extrafoliaire liquide, ça fonctionne du feu de Dieu pour peu qu'il y ait suffisamment d'humidité et un éclairage, même pas forcément de très bonne qualité, mais en tout cas suffisamment puissant pour qu'elle puisse se développer. Les Ectatoma tuberculatum me l'a dégommé un petit peu. Les jeunes pousses au début, Tuberculatum a considéré ça comme une mauvaise herbe, donc du coup elle m'en a coupé un petit peu. Malgré ça, la plante qui est quand même costaud est repartie, et une fois qu'elles ont trouvé un intérêt à la consommation de ce liquide sucré, et ben, elles l'ont laissé pousser, et là, j'ai même envie de dire, quasiment, elles la nourrissent. Elles mettent des déchets à son pied, elles aèrent le sol, et depuis que les fourmis ont compris l'intérêt de cette plante, elles vont dessus, et elles l'alimentent, et elles s'en occupent. Donc ça a été une très très belle découverte pour moi. Vu que maintenant j'arrive à en faire des boutures, je pense pouvoir en proposer aux prochaines bourses. Je sais que je fais Béthune prochainement, au mois d'août, je crois que c'est fin août. Je pense pouvoir vous en proposer des boutures à un prix intéressant, on va dire, parce que je vais quand même essayer de les vendre. Ça m'a coûté un peu de rond d'acheter les gobelets, la sphaigne, et un peu de temps quand même aussi à faire tout ça. Mais donc je pense pouvoir vous en proposer à la prochaine bourse en tout cas. Vraiment, tant qu'elle a un terrarium humide, parce qu'un terrarium sec, ça fonctionnera jamais, et ben voilà, j'en suis extrêmement satisfait, je la trouve jolie. J'essaye dans le grand terrarium des Neoponera villosa d'avoir peut-être des fleurs, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, en petit terrarium, bon voilà, vous n'aurez pas de fleurs, vous aurez une liane, il faudra certainement la couper de temps en temps, parce que quand elle se plaît, on le voit dans le terrarium des Pseudomyrmex gracilis, elle a tendance à occuper tout l'espace. Donc n'hésitez pas à la couper, tant que c'est bien humide, elle repartira.
j'ai donc encore plein de fourmis. Voilà, c'est juste que comme tout éleveur, on a toujours envie de présenter les nouveautés qu'on rentre en élevage. Bon bah voilà, j'oublie de présenter et de vous indiquer toutes les fourmis. En tout cas, je suis désolé de ce format de vidéo qui est très long. J'espère quand même que vous avez passé une bonne vidéo et je vous dis à très vite. Allez, ciao!